année, plus que jamais, la question de la collecte de fonds en faveur des pays en développement est au centre des débats climatiques. On l'a également vu à travers les 3 premiers jours de la COP, où la finance des pertes et préjudices des pays du Sud a été pour la première fois à l'agenda de la présidence égyptienne. Alors, durant ce petit déjeuner, nous allons vous outiller pour mieux comprendre la question de la finance climatique. Nous retrouvons aujourd'hui pour ce petit déjeuner de la finance climatique Eddy Pérez, qui s'est joint au réseau Action Climat en janvier 2018, après avoir travaillé à Genève avec le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, le GIEC. Il est présentement directeur de la diplomatie climatique internationale pour le réseau Action Climat Canada. Il est également chargé de cours à l'Université de Montréal. Et on retrouve également Denis Côté, qui est analyste des politiques à l'Association québécoise des organismes de coopération internationale, qu'on appelle l'ACOSI, depuis septembre 2015. Et au sein du réseau, il travaille notamment sur les questions liées aux droits humains, aux droits des femmes et à l'égalité des genres, à l'environnement, à la justice climatique et à la reddition de comptes des entreprises et à l'aide internationale. Merci à tous les deux pour avoir accepté notre invitation. Donc, tout d'abord, je me tourne vers toi, Eddy. Donc, merci d'être là depuis l'Égypte, depuis Sharm el-Sheikh. Est-ce que tu pourrais revenir un peu sur donc, la finance climatique internationale, sur notamment ce qui avait été promis lors des accords de Paris, quelles sont les attentes pour cette COP27 et quel est le rôle du Canada et du Québec dans cette collecte de fonds? Oui, ben merci beaucoup pour l'invitation, puis merci au dialogue pour le climat, de mettre de l'avant cet important sujet sur la finance climatique. Oui, je suis ici en Égypte, donc c'est pour ça que ma caméra est un peu bizarre. C'est difficile de trouver un espace où on peut travailler ou faire ces rencontres-là sans qu'il y ait trop de bruit. Mais écoutez, je pense que si je peux mettre en contexte un peu la question de la finance climatique, faut d'abord avant tout parler des écarts. On se concentre souvent sur le chiffre, les 100 milliards, mais on ne parle pas vraiment des écarts. Et donc, c'est en comprenant l'écart qu'on arrive à saisir l'ampleur du défi, mais aussi le travail à suivre pour combler cet écart-là. Donc, en termes d'écart, ben, écoutez, aujourd'hui, les rapports notamment des Nations Unies sur l'adaptation, sur la finance de l'adaptation, disent que l'écart en matière d'adaptation ne cesse que de croître. On parle ici de jusqu'à 500 milliards de dollars annuellement en 2030 et en 2030 et même jusqu'en 2050. Et il y a aussi un autre écart qui est celui, en fait, d'où ce que nous sommes aujourd'hui ou ce qu'on devrait être dans les années à venir. Et donc, de ce point de vue-là, le dernier rapport du GIEC nous a confirmé qu'on avait assez de capital pour financer la transition. Mais que le problème, ce n'était pas le fait d'avoir le capital, c'est que il y avait des obstacles pour l'accès de ce capital un peu partout dans le monde, notamment dans les pays en développement. Et donc, qu'il fallait augmenter tous les financements dans une projection d'à peu près 4 à 8 fois le financement actuel. Donc, de ce point de vue-là, si le financement doit augmenter 4 à 8 fois plus que ce qu'on a aujourd'hui, bien, vous comprendrez que les pays en développement, en moyenne, n'ont pas nécessairement le financement pour embarquer et débloquer la transition énergétique à la vitesse et à l'ampleur nécessaire. Ça ne veut pas nécessairement dire qu'ils n'ont pas de plan climatique. Ça veut dire que s'ils veulent en faire davantage, il faut des ressources, il faut du financement. À l'heure actuelle, oui, il y a le financement des plans climatiques, mais il y a aussi
les impacts des changements climatiques qui s'imposent de plus en plus, ce qui fait que la facture à la fin de la journée, elle est extrêmement coûteuse. Des impacts en matière de changement climatique, bien, on en connaît quand même beaucoup, mais il suffit seulement de se rappeler de ce qu'on a vécu au Pakistan, avec des inondations qui ont mené en fait à un écart, une perte économique d'à peu près 40 milliards de dollars. Et donc, non seulement le Pakistan doit implanter son plan climatique, non seulement le Pakistan doit préparer ses villes aux impacts de changement climatique futurs. Et là, par-dessus tout ça, il y a une nouvelle facture qui s'ajoute et qui risque de s'accentuer pour cause des pertes et dommages qui sont de plus en plus fréquentes et de plus en plus sévères. Et donc, c'est dans ce contexte-là que la finance climatique arrive. Il ne faut jamais isoler le contexte des finances climatiques de l'ambition et de la capacité des États à vraiment accroître l'action climatique à l'échelle domestique. Et donc, de ce point de vue-là, ben, c'est une question de justice climatique, une question de justice sociale. La finance climatique en tant que telle, elle est à la base aussi, c'est une obligation parce que à l'intérieur de la Convention et ici à l'intérieur des négociations climatiques, le gouvernement du Canada, à côté de d'autres gouvernements pollueurs, économiquement quand même en très bonne position, se sont engagés, en fait, depuis 30 ans, de financer l'action climatique dans les pays dans le Sud. Et par-dessus ça, ils ont mis des chiffres sur la table pour quelque part, convaincre les pays en développement qu'il y aurait, d'une certaine façon, en fait, un sens de confiance. Parce que si jamais on veut, en fait, contribuer aux efforts climatiques globaux, mais il faut que les pays en développement aient les ressources pour contribuer, en fait, à part entière à l'implantation des objectifs qu'on se donne à l'intérieur de ces négociations-là. Donc, on parle beaucoup de 100 milliards de dollars. Les 100 milliards de dollars c'est un objectif qui a été adopté en 2009, présenté en 2009, promis en 2009. Et l'objectif, c'était de se rendre jusqu'en 2020, puis qu'en 2020, les pays développés devaient donc atteindre un financement de 100 milliards de dollars. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que les pays en développement se sont dit, OK, ben on va vous faire confiance. Vous allez avoir 10 ans pour atteindre ces 100 milliards-là. Donc, 10 ans, et au travers de ces 10 ans, ben, les données montrent que ce n'est pas le cas. On est arrivé en 2020 et les pays en développement, les pays développés se sont retrouvés avec un bilan négatif. Il y avait un écart d'à peu près 30 milliards de dollars de ces 100 milliards-là. Et donc, c'est là où est-ce que, moi, je donne souvent l'exemple, si vous avez une dette, si vous vous engagez et que vous avez une obligation et que vous avez une dette vis-à-vis d'une compagnie d'électricité, par exemple, si jamais vous avez une dette, lorsque vous devez payer la dette, si vous ne la payez pas à temps, nécessairement, il y a vraiment des intérêts qui s'appliquent par-dessus. Ce principe-là ne s'applique pas ici. Pourquoi? Parce que les pays développés voient le financement climatique comme de la charité, comme un don, comme si ça ne valait pas au sens de l'obligation, comme si ce n'était pas une responsabilité qu'on devait respecter. Et donc, l'argent que les pays développés n'ont pas octroyé pour compenser, en fait, pour l'écart des 100 milliards, ben, quelque part, elle a un peu disparu. Donc, il ne faut pas non plus vraiment comme se pencher sur le chiffre. Ben, le chiffre, on l'a pas atteint, la vie continue, mais les besoins grandissent. Et donc, de plus en plus, non seulement les besoins sont plus grands, mais aussi les pays du Sud, comme
le pays du Nord font face à différentes crises, que ce soit la pandémie, que ce soit la crise énergétique actuelle. Lorsque ces pays-là vivent ce genre de crise, mais très souvent, ça a un impact direct sur ses finances publiques. Donc, je vous ai parlé un peu tantôt du Pakistan. Imaginez le Pakistan. Non seulement il doit s'endetter pour payer la réponse face aux désastres naturels, aux désastres climatiques, mais ils doivent aussi s'endetter pour financer leur réponse à d'autres crises existentielles. Et donc, la question qu'on doit se poser là-dedans, la finance climatique, dans quel contexte elle est efficace? Elle n'est pas efficace si, par exemple, vous dites au Pakistan ou à un autre pays dans le Sud, je vais vous donner un prêt et puis vous allez me rembourser le financement climatique à un moment donné dans le futur. Si un pays est déjà très endetté, ce prêt-là risque de contribuer davantage à ce sentiment d'incertitude que provoque en fait le fait de s'endetter autant. C'est pour ça qu'ici, à la COP 27, Mia Mottley, la première ministre de Barbade, est arrivée en demandant en fait qu'on réforme complètement le système financier mondial parce que si on parle de 100 milliards, si on parle du système financier, du système économique mondial, si on parle en fait de la façon dont le flux financiers sont distribués à l'échelle planétaire, dans tous ces éléments-là, en ce moment, le système actuel, politique, administratif et même géopolitique et diplomatique, est oppressive et exclusive à l'égard des pays les plus vulnérables face au changement climatique. C'est ça la réalité. Et la réponse jusqu'à maintenant, la réponse même des 100 milliards de dollars qu'on devait atteindre en 2020, c'est que les pays développés, ils ont agi avec tellement de mauvaise volonté, de façon cheap. Si je peux le dire de façon très franche, oui, ils sont cheap. Se contentent en fait d'une petite annonce ici, d'une petite annonce là-bas, l'annonce qui va potentiellement leur faire sentir qu'ils font quelque chose, mais au final, lorsqu'on présente les besoins actuels, le contexte actuel, c'est absolument rien. C'est ça la réalité. Donc, on se retrouve aujourd'hui avec un bilan en matière de finances climatiques un peu sombre, qui exige que l'on révise nos façons de faire. Le Canada, aujourd'hui, se retrouve au cœur, en fait, d'une grande initiative pour revoir cette question de 100 milliards-là. Et donc, aujourd'hui, le ministre Guilbeault a présenté un plan pour livrer les 100 milliards afin de passer à autre chose, parce que les pays développés se sont engagés à le faire en 2023. Et donc, ce n'est pas un plan pour célébrer un quelconque progrès. Il n'y a pas de progrès à célébrer. Il faut vraiment qu'on puisse bâtir en fait un sentiment de confiance et de transparence afin de réellement permettre aux pays du Sud de croire aux efforts effectués par les pays du Nord. Et au final, la finance climatique, c'est ça. C'est une question de confiance. C'est une question de parole. C'est une question de justice. Il y a un sentiment d'injustice réellement lorsque, à l'intérieur de ces négociations, des pays qui ne donnent pas leur juste part demandent à tout le monde d'en faire davantage. C'est potentiellement le cas des États-Unis. Et donc, c'est là où on se retrouve. La finance climatique, c'est pas juste un chiffre. À la base, c'est une histoire. C'est une histoire qui a le potentiel d'être transformationnelle. Si jamais on suivait, par exemple, ce que le GIEC nous dit par rapport à la coopération en matière économique
pour le changement climatique dans une perspective de solidarité internationale. On a d'autres exemples qui prouvent que ça accélère l'implantation des objectifs climatiques, ça accélère l'implantation de l'ambition climatique, mais ça permet aussi un sentiment de confiance qui rend en fait tous les partenaires fiers en fait des efforts accomplis et qui nous permettent d'accélérer l'atteinte des grands objectifs qu'on s'est donnés. Le contraire, c'est ce qu'on voit en ce moment. C'est que la finance climatique, alors que ça pourrait être un élément transformationnel, devient un élément extrêmement toxique. C'est un point qui nous rappelle en fait ce manque de confiance existant, qui nous rappelle en fait d'une certaine façon un égoïsme à l'échelle mondiale, cette volonté-là de sauver la face, de sauver du cash dans les pays du Nord, alors que la finance climatique devrait en fait être perçue, vue comme une capacité pour sauver des vies. Donc, à la COP27, les pays les plus vulnérables ont fait un appel afin que l'on puisse adopter un fonds, la création d'un fonds pour financer les activités en réponse aux pertes et dommages que ces pays les plus vulnérables sont en train de vivre. Et je vous dis, c'est le test de la COP27. Il faut que d'ici la fin de la COP, on se dote d'un fonds. Un fonds, évidemment, qu'il va falloir discuter, en fait, les détails, il faut les discuter pour, par la suite, finalement, se doter d'un mécanisme d'ici 2 ans qui est opérationnel et qui permet aux pays en développement d'avoir du soutien pour les pertes et dommages. J'ai une question par rapport... merci d'abord pour toutes ces informations très intéressantes. Comment on peut être sûr que ces fonds vont permettre aux pays en voie de développement de mieux s'adapter? Est-ce qu'il existe comme des obligations? C'est ça, comme un cahier des charges ou... Oui, il y a des façons de... Il y a quand même des indicateurs qui permettent de voir comment ces fonds sont utilisés. Mais évidemment, il y a 2 éléments. D'abord, le monitorer l'implantation de la finance climatique, comme tout monitorage de la finance mondiale, c'est un exercice qui peut s'avérer complexe, mais il y a des façons, en fait, de voir si ces fonds-là sont en train d'avoir un impact. Et donc, de plus en plus, il y a des indicateurs que les pays créent eux-mêmes pour s'assurer, en fait, que ce financement est en train d'arriver au peuple et aux communautés qui le demandent le plus. Donc, d'abord, là-dessus, on parle d'impact. Quel est l'impact des changements climatiques? Et donc, cet impact-là des changements climatiques, il faut que ça valorise d'abord avant tout l'action locale, une action féministe, mais aussi que ça permette que ça puisse permettre en fait aux groupes de la société civile, par exemple, d'avoir accès à du financement pour implanter des projets à l'échelle la plus locale possible. Donc, ça existe en fait des indicateurs comme ça. Et le Canada, en fait, a changé ces façons de mettre en place, en fait, ou d'analyser comment ce financement climatique-là était effectué. On a un nouveau programme qui gouverne l'implantation de notre cadre de financement climatique, qui mise vraiment beaucoup plus sur les questions qualitatives, notamment l'augmentation du financement pour des projets qui visent la protection des droits des femmes, mais aussi des peuples autochtones. Voilà.
Super, merci. Et je vois dans le chat une question de Nathalie Saint-Pierre. Qu'en est-il de l'utilisation du cadre des 17 objectifs de développement durable et de leurs indicateurs pour le monitoring financier? Mais quelque part, il y a des bénéfices, en fait. Il y a des bénéfices connexes parfois, que ce soit pour l'atteinte de d'autres objectifs. Une partie du financement climatique peut contribuer, par exemple, à la santé, peut contribuer à la protection de la biodiversité. Et donc, ici, on parle vraiment plus sur comment un projet, pardon, un projet peut avoir de multiples bénéfices en même temps, mais le cadre, en fait, des objectifs de développement durable se retrouve quand même un peu partout, hein, dans la création et la mise en place des projets de financement climatique. Super. Et puis j'ai une dernière question. Est-ce que ce ne serait pas possible que les Nations Unies mettent en place un mécanisme punitif pour les États n'ayant pas respecté leur engagement, par exemple? Est-ce que c'est en discussion ou est-ce que... Ça a déjà été pensé. Le problème avec les mécanismes punitifs, c'est que ça enlève quelque part la question de la confiance. On se fait confiance entre nous, alors que si on met un mécanisme punitif, ça veut dire qu'on ne se fait plus confiance. Et je pense que quelque part, ça a déjà été essayé et ça n'a pas amené en fait aux objectifs qu'on souhaitait, notamment parce que on n'a pas prouvé en fait que c'est parce qu'on punissait quelqu'un que que ça allait accroître quelque part l'ambition des engagements. Donc, ça, c'est la première chose. Puis la deuxième, c'est que parfois, lorsqu'on met des mécanismes punitifs, on finit toujours par faire le strict minimum. Alors que pour la crise climatique, il faut surtout viser à toujours améliorer l'action climatique. Et là, aujourd'hui, on parle d'une amélioration beaucoup plus accélérée, beaucoup plus rapide. Donc, cet élément-là des mécanismes punitifs, ça peut potentiellement servir dans un contexte de traité de libre-échange, mais sur la question de changement climatique, parce que ce n'est pas juste une chose, parce qu'on a besoin d'une confiance soutenue et parce que ça n'a pas prouvé, en fait, que ça allait permettre l'accroissement de l'ambition, on a décidé d'aller vers une structure beaucoup plus souple que l'accord de Paris. Le Paris étant que avec une structure plus souple, tout le monde, tous les États pouvaient renforcer les engagements de chacun et se doter en fait de mécanismes pour accroître l'ambition dans le temps. Merci beaucoup. Je comprends que c'est une question de confiance, en tout cas, mais merci beaucoup, Eddy. On retient de ce que tu viens de dire qu'on a les moyens financiers pour cette finance climatique, mais il y a encore trop d'obstacles et pas assez de volonté de la part des pays développés, et que l'objectif des 100 milliards de dollars n'a pas été atteint, malheureusement, en 2020, alors que les besoins continuent de grandir d'année en année. Donc, on sait que tu dois nous quitter. Merci pour ton intervention très précieuse et très riche. Merci beaucoup. Merci beaucoup, puis bonne après-midi, soirée. Bon courage à la COP. Donc, Denis, bonjour Denis, je me tourne vers toi à présent. Donc, il est vrai que les enjeux de perte et préjudice et de justice climatique sont très présents durant cette COP27, notamment parce que cette COP est africaine pour la 5e fois en 27 COP. Et pour rappel, l'Afrique n'est responsable que de 3,8% des émissions de gaz à effet de serre, alors que ce continent subit les pires impacts des changements climatiques. Est-ce que tu pourrais revenir sur les liens entre la finance climatique et la justice climatique, puis aussi sur le principe de responsabilité commune mais différenciée?
Oui, merci Léa. Donc, oui, c'est ça. Ben, moi, je vais revenir dans le fond, je vais essayer de répondre à la question, là, c'est quoi le lien donc, entre la finance climatique et la justice climatique, là, où ça se situe là-dedans. Ben, d'abord, peut-être un mot sur qu'est-ce que ça veut dire d'aborder les questions climatiques, la crise climatique dans une perspective de justice climatique. Ça veut dire qu'on reconnaît bien sûr là, tous les problèmes environnementaux, inondations, sécheresse, hausse du niveau de la mer, changement dans la fréquence des pluies, l'intensité, les événements météo extrêmes, toutes ces choses-là, donc, sont des problèmes donc, au niveau de l'environnement. Mais donc, avoir une perspective de justice climatique, c'est aussi de considérer que la crise climatique, c'est pas seulement un problème environnemental, mais c'est un problème de justice sociale complexe. Et donc, ça revient aussi à mettre au centre de ces questions-là les populations qui sont les plus affectées, les plus vulnérables aux effets de la crise climatique. Et ça signifie aussi de s'attaquer, donc de voir le problème pas juste en surface, puis de s'attaquer aussi, de regarder les symptômes, mais aussi de s'attaquer aux causes profondes de la crise climatique, là, qui inclut nos modes de production, la consommation, notre modèle économique dominant, tout en visant donc l'équité, puis la protection et la réalisation des droits humains. Donc, essentiellement, ça considère la justice climatique que cette crise-là, elle est tout d'abord profondément injuste. Donc, je voudrais revenir sur trois illustrations ou facettes de cette injustice ou de ces injustices-là. Donc, la première, c'est qu'au niveau international, on sait, donc on parle, je ne sais plus combien on pays aujourd'hui, autour de 200, mais c'est une minorité de pays qui sont responsables de la crise climatique. La part de la responsabilité là-dedans n'est pas équitable entre tout le monde. Là. Donc, je pense que les statistiques, c'était que, par exemple, le G20 à lui seul est responsable pour à peu près 80% des émissions de GES. Tu mentionnais, Léa, donc la cinquantaine de pays d'Afrique sont responsables au total pour 3,8 donc, si on regarde 53 pays sur 200, c'est à peu près le quart. Donc, on est loin de 20. Si tout le monde avait contribué de la même façon aux émissions de GES, on serait plus autour de 25%, on est à 3,8. Donc, c'est vraiment, il y a une première injustice là. Donc, cette crise-là a été créée par un petit groupe de pays et d'entreprises transnationales. Donc, la deuxième injustice, c'est que et ça, on reparle aussi donc, du continent africain, mais c'est ces pays-là qui ont le moins contribué à la crise, donc, comme on disait, le continent africain, qui en subissent les pires conséquences et qui sont les plus vulnérables par rapport à cette crise-là. Donc, on a deux grandes injustices, là, mais bon, ce sont des injustices sur lesquelles on revient souvent quand on parle de justice climatique. Mais la troisième injustice, qui est pour moi la plus importante, et celle dont on parle peut-être moins, c'est que la vulnérabilité de certains pays à la crise climatique n'est pas fortuite. C'est-à-dire que ce sont les pays du Nord, qui ont vulnérabilisé ces pays-là. Ils n'étaient pas intrinsèquement vulnérables au changement climatique. Et comment est-ce que donc les pays du Nord ont vulnérabilisé. Excuse-moi, je n'utilise pas le terme pays développé et en développement. On n'a pas encore trouvé le meilleur terme. On utilise pays du Nord, pays du Sud. Mais donc, les pays du Nord, à travers donc, minimalement trois systèmes d'oppression importants. Le premier, le colonialisme, donc depuis le 15e siècle, les pays européens notamment ont colonisé, donc on connaît l'histoire, les territoires en Afrique, en Amérique latine, en Asie. Donc on a exploité ces peuples-là, on les a contrôlés politiquement, économiquement, on a pillé leur territoire, exploité leur population, leurs ressources naturelles pour s'enrichir. Et dans le processus, donc, émettre énormément aussi de GES avec l'industrialisation et la production de biens. Et donc, il y a toute la question du colonialisme, mais il y a aussi celle du capitalisme, donc, qui vont un peu de pair aussi, là. Donc, cette logique du profit à tout prix, qui passe notamment par l'exploitation des gens et des ressources naturelles, donc la propriété privée des moyens de production qui fait en sorte que on a beau être des gentils
capitaliste, il reste que le capitalisme fait en sorte que c'est toujours la logique du profit qui domine l'exploitation et qu'il n'y a pas, on peut pas, avec la propriété privée des moyens de production, c'est bien difficile de prendre des décisions collectives en termes de production pour faire ça dans les limites de ce que la planète nous permet. Donc, c'est pas tellement une variable que le capitalisme le considère. Donc, la protection de l'environnement ne fait pas bon ménage avec la logique du profit à tout prix. Je disais notamment, et donc quand on parle d'exploitation, de colonialisme, il faut aussi se rappeler que le colonialisme est aussi basé beaucoup sur le racisme. Hein. Donc, si on a décidé que c'était correct d'exploiter ces peuples-là, c'est qu'on les considérait comme inférieurs et que donc ils allaient tirer avantage de notre présence là, de notre contrôle. Et donc, ça a des impacts qu'on voit qui durent encore aujourd'hui. Il y a du colonialisme des États, même si officiellement les États contrôlent plus leur colonie politiquement. La colonisation se poursuit donc à travers le modèle néolibéral et ce qu'on appelle le néocolonialisme. Donc, quand nos gouvernements soutiennent à tout prix nos grandes entreprises qui exploitent les populations et les territoires dans d'autres pays, on est encore dans cette même logique-là. Et donc, il y a eu un rapport, il y a dernièrement, du rapporteur spécial sur les formes contemporaines de racisme, de discrimination raciale, de xénophobie et d'intolérance, et qui disait qu'il ne peut pas y avoir d'atténuation ou de résolution significative de la crise écologique mondiale sans une action spécifique pour s'attaquer au racisme systémique et en particulier aux héritages raciaux historiques et contemporains du colonialisme. Donc, ces groupes-là, les groupes les plus vulnérables, sont généralement concentrés dans ce qu'il appelle des zones de sacrifice mondial, donc des zones qui sont devenues dangereuses, voire inhabitables en raison de la dégradation de l'environnement. Et ces zones-là de sacrifice sont concentrées dans les territoires anciennement colonisés. Et c'est largement les pays et les entreprises basées dans le Nord qui sont responsables de ces conditions-là. Autre élément, donc ça, c'est au niveau international entre les pays. Donc, il y a ces injustices-là, mais les systèmes d'oppression, il y en a d'autres aussi. Là, on ne les passera pas tous, mais je pense que c'est important d'insister aussi sur le patriarcat et le fait que les femmes sont beaucoup plus vulnérabilisées là, donc, par la crise climatique pour plein de raisons. Les femmes sont généralement celles qui doivent rester à la maison, s'occuper des personnes âgées, des enfants, des personnes malades. Elles sont plus, disons, affectées par les changements au niveau des ressources naturelles. Souvent, elles s'occupent de l'agriculture, c'est elles qui s'occupent de la sécurité alimentaire ou de la nourriture, du ménage. Quand il n'y a plus d'eau disponible parce qu'il y a de la sécheresse, elles doivent marcher plus loin pour se rendre au puits ou à la source d'eau. Donc, ça augmente leur tâche, mais ça aussi augmente toutes sortes de risques de violence, d'abus. Donc, elles sont de manière générale plus vulnérables. Puis, entre autres, il y a des liens avec les autres systèmes d'oppression. Donc, puis on voit aussi, par exemple, elles ont peu de protection juridique dans beaucoup de pays. Elles n'ont pas le droit de posséder les terres. Donc, il y a beaucoup de choses qui font en sorte qu'elles sont affectées de manière disproportionnée, même si les changements climatiques affectent tout le monde à un certain niveau. Il y a des groupes qui sont beaucoup plus vulnérables aux effets et la vulnérabilité vient en fait de ces systèmes d'oppression-là, que ce soit les héritages du colonialisme, du racisme, du patriarcat ou du capitalisme. Et donc, la finance climatique, c'est quoi son rôle là-dedans, donc dans la justice climatique? Ben, tu parlais de responsabilité commune et différenciée tout à l'heure. Donc, c'est l'idée selon laquelle, dans le fond, tout le monde a une responsabilité dans la crise climatique, mais qu'elle n'est pas à la même hauteur. Par contre, c'est bien, mais elle n'est pas si commune que ça, la responsabilité. Moi, je dirais que la responsabilité repose principalement sur les pays du Nord et quelques entreprises transnationales. Donc, c'est pas si Haïti ou le Burkina Faso réduisent leurs émissions, ça ne change rien dans la crise climatique. Là, on s'entend que si tout le monde produisait la même quantité de GES à travers le monde qu'Haïti et le Burkina Faso, il n'y en aurait pas de crise climatique. Là. Donc, le problème, il n'est pas là. Donc, oui, tout le monde, c'est bien que tout le monde
participe à la transition et qu'on parle d'atténuation dans les pays du Sud, mais c'est vraiment pas le cœur du problème. C'est vraiment le problème d'émissions de GES au nord et dans les grandes entreprises. C'est ça. C'est surtout ça. Et donc, au-delà et donc, dans une perspective de justice climatique, évidemment, donc, ces États-là du Nord doivent réduire de façon importante leurs émissions qui ont contribué à la crise, mais ce n'est pas suffisant. Ça, en soi, ça ne fera pas en sorte de régler les problèmes qu'ils ont causés dans les pays du Sud, n'est-ce pas? Donc, la finance climatique, dans le fond, elle doit contribuer à favoriser une plus grande justice climatique. Et comme Eddie le mentionnait tantôt, ce n'est pas de la charité, la finance climatique, mais c'est une responsabilité des États qui ont causé le problème. Donc, si vous en allez chez votre voisin, vous saccagez la maison, il y a des chances qu'on vous demande de payer pour les dommages. C'est un peu ça, la finance climatique. Donc, les pays du Nord ont saccagé les pays du Sud, les ont vulnérabilisés, donc les ont laissés dans une position où, en plus d'avoir créé la crise, on a fait en sorte qu'ils n'ont pas les outils aujourd'hui pour se défendre ou répondre à cette crise. Donc, pour vraiment favoriser la justice climatique, par exemple, le financement doit avoir plusieurs caractéristiques, c'est-à-dire qu'il doit être à la hauteur des besoins, donc pas juste à la hauteur de ce que les États du Nord ont envie de donner, parce que, comme elle dit tout à l'heure, des fois, ça fait des belles annonces, ça paraît bien, mais donc, il faut que ce soit à la hauteur des besoins qui existent dans les pays du Sud. Elle doit aussi être versée, cet argent-là doit être versé rapidement. La crise climatique, ce n'est pas dans 20 ans, c'est maintenant, et les processus sont parfois très longs. On voit ça souvent, là, on envoie de l'argent dans des canaux multilatéraux, ça prend des années avant que l'argent se rende à bon port. Il faut trouver des mécanismes pour que ça aille beaucoup plus vite que ça. L'argent doit aussi être versé, la finance doit être versée en subvention, principalement, et pas en prêt, ce qui est malheureusement l'inverse. Présentement, déjà qu'on a endetté beaucoup les pays du Sud, et là, après avoir saccagé leur maison, on leur dit, on va vous prêter de l'argent pour la réparer, mais vous nous remboursez après avec intérêt. Donc, il faut vraiment que cette logique-là soit changée, que l'argent soit donné en subvention et non pas en prêt, là, qui fait qu'aggraver le problème grave de dette auquel ces pays-là font face déjà. Il faut, je pense, comme Eddie mentionnait, que les États s'entendent sur la création de mécanismes pour financer les pertes et dommages, parce que oui, il faut financer effectivement donc l'adaptation encore plus que l'atténuation dans les pays du Sud, parce que c'est le cœur du problème, mais aussi les pertes et dommages, il y a des fois où il n'y a plus moyen de s'adapter. Les conséquences sont assez graves qu'on a simplement perdu des infrastructures. Donc, il faut qu'il y ait un mécanisme qui puisse répondre à ces situations-là, comme Eddie mentionnait par exemple au Pakistan. Et finalement, il faut aussi que ces sommes-là, ce financement climatique-là se rendent aux groupes les plus vulnérables, les plus vulnérabilisés, les plus touchés. Donc, ça veut dire les femmes, ça veut dire les populations locales, ça veut dire les groupes autochtones. Sont ces personnes-là qui font face concrètement aux conséquences, aux effets des changements climatiques sur le terrain. Et donc, c'est à eux que jusqu'à eux que l'argent devrait se rendre. Et non seulement que l'argent devrait se rendre à eux, mais ils doivent faire partie de la gouvernance climatique, des processus de décision qui font en sorte d'attribuer, de décider où l'argent s'en va, comment, quand. Donc, les femmes doivent en faire partie, des populations autochtones doivent faire partie, des populations locales des pays du Sud doivent faire partie de ces espaces de décision-là. Et donc finalement, la finance climatique, elle doit être à la hauteur de la juste part des États dans la crise climatique. Et la finance climatique, c'est aussi un minimum, c'est un plancher, pas un plafond, parce qu'en fait, il faut voir aussi que, comme on parlait du capitalisme tout à l'heure, c'est que à long terme, si on augmente la finance climatique et qu'on reste dans le même système économique, on ne réglera jamais le problème. Le capitalisme n'est pas compatible avec la justice climatique là, au bout du compte. Donc, il faut vraiment le fameux système, là, changeons de système, pas de climat, c'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire qu'il faut changer notre système économique pour qu'on arrête d'alimenter cette crise-là. Donc, c'est pas en donnant de l'argent, mais en continuant à répéter les mêmes erreurs qu'on va régler le problème à long terme. Donc, il faut, oui, la finance climatique, c'est un minimum, c'est important et c'est urgent, mais il faut aussi penser à s'attaquer au système lui-même puis à changer le système pour avoir une vraie justice climatique là, à plus long terme. Donc, voilà.
Merci beaucoup, mais c'est super que tu reviennes sur les questions justement de vulnérabilité et notamment pour certaines communautés comme les femmes. Et d'ailleurs, je pense que on va beaucoup en parler lundi 14 novembre parce que ça va être la journée destinée aux questions du genre justement dans l'agenda de la COP, mais aussi à travers les dialogues. Les dialogues pour le climat, on propose des panels pour mieux comprendre également ces questions de vulnérabilité plus accrue pour notamment les femmes. J'avais une question. Est-ce que les pays du Nord reconnaissent leurs responsabilités dans la vulnérabilisation des pays du Sud, comme tu viens de l'évoquer? Je pense qu'ils reconnaissent le principe de responsabilité commune et différenciée qui a été, dans le fond, adopté ou reconnu par l'ensemble des États, fait en sorte que je pense que les pays du Nord reconnaissent qu'ils ont contribué davantage aux gaz à effet de serre, là, aux émissions que les pays du Sud. Mais est-ce qu'ils reconnaissent qu'ils sont responsables de la vulnérabilisation de ces États-là? Je ne suis pas sûr qu'ils sont allés jusque-là. Peut-être quelqu'un pourrait me corriger, là, mais je ne crois pas. D'ailleurs, j'en profite pour proposer à toutes les personnes qui nous écoutent, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les... merci Nalita. À les poser dans le chat ou même à lever la main, puis on vous donnera la parole pour les poser également, euh, pour que vous puissiez les poser. Comment s'explique, Denis, le retard de financement et c'est quoi les impacts? Est-ce qu'on a vu de réels impacts justement de ce manque de 30 milliards de dollars qui manquaient en 2020? Comment ça s'explique ce retard? Puis est-ce qu'on peut penser les atteindre pour 2023? Ben, le retard s'explique par le fait que c'est pas les États, ils s'engagent eux-mêmes là-dedans, mais c'est pas un processus vraiment contraignant. Il n'y a pas il y a pas vraiment de conséquences à ne pas mettre l'argent sur la table. On peut faire le parallèle avec par exemple, les accords de libre-échange, les fameux accords de libre-échange où, évidemment, là, quand il s'agit de protéger les investisseurs et les compagnies, là, c'est beaucoup plus contraignant. Il y a un mécanisme qui s'appelle le mécanisme de règlement des différends entre investisseurs et États qui fait en sorte que si une compagnie, par exemple, juge qu'un État a adopté, disons, une loi en faveur de la protection de l'environnement qui va réduire ses profits, peut traîner en justice dans des cours qui ne sont pas particulièrement équitables et neutres, là, mais donc peut poursuivre les États pour des pertes de profits anticipées, par exemple. Et ça se fait assez facilement. Et donc, les États savent que des conséquences à passer des lois pour protéger l'environnement ou les droits humains, tandis que de ne pas agir là-dessus, il y a assez peu de conséquences. Donc, c'est facile c'est beaucoup plus facile finalement de ne pas mettre l'argent sur la table là, quand j'ai le temps de réaliser ces engagements en matière de climat parce qu'ils ne seront pas vraiment tapés sur les doigts. C'est plus un processus de pression par les pairs donc ils ne seront pas poursuivis ou s'ils le sont, il n'y a pas grand chance que la poursuite aboutisse. Donc c'est ça. Alors, c'est juste, on ne les oblige pas, donc quand ça ne leur tente pas, ils le font. Ouais, je comprends. C'est plus pour le signal qui renvoie au reste du monde. Mais... Oui, puis on s'entend que même quand ils contribuent à la finance climatique, comme on disait, je n'ai plus le pourcentage, mais je pense que c'était 2 tiers, des choses comme ça, que ce sont des prêts. C'est pas vraiment de l'argent perdu, c'est pas vraiment de l'argent donné pour réparer des problèmes qu'on a causés, c'est des prêts. C'est comme une banque. C'est ça. Mais est-ce que je crois qu'il y a eu dans les 3 premiers jours de la COP, je ne sais plus du tout qui, mais il a été énoncé la question de allègement de la dette. Est-ce Oui. que ça, c'est quelque chose qui serait possible, par exemple, pour les pays du Sud, un allègement de dette? Ben oui, c'est sûr que ça peut aider. L'allègement de la dette, ça fait longtemps que les pays réclament l'allègement ou l'annulation carrément de certaines dettes, notamment des dettes illégitimes. Mais si on annule une portion de la dette puis on continue à leur prêter, si on annule
100 millions de dettes de la main gauche, puis qu'on leur en prête 200 millions de la main droite. Je ne sais pas si on règle vraiment le problème là, à long terme. Donc, ben oui, ça fait partie du cocktail, disons, de solutions qui peuvent être avancées là, en matière de finances. Ouais. Et également, on sait qu'il va y avoir la COP 15 qui va arriver en décembre à Montréal. Est-ce que ces enjeux, est-ce qu'il existe des enjeux de perte et préjudice également durant la COP 15 biodiversité? Je ne sais pas si tu connais. C'est une bonne question. J'avoue, je connais moins tous les enjeux de la COP15. Je sais que le gros enjeu, ce serait l'adoption d'un plan. Donc, on compare un peu la COP15 sur la biodiversité à la COP21 sur le climat, là, donc où on voudrait vraiment adopter un plan qui fasse en sorte qu'on renverse la tendance là, par rapport à la perte de biodiversité, je pense, d'ici 2030, puis qu'on améliore par la suite. Donc, je pense que le cœur de la COP15, c'est ça, mais je ne sais pas si je ne connais pas assez les négociations là, dans cet espace-là pour dire s'il y a un mécanisme de perte et dommage. Alors, il y a une question de Nalita. Que peut-on penser du rôle des organisations comme le FMI et la Banque mondiale qui sont des acteurs intimement reliés à la finance internationale? Ben, le Fonds monétaire international et la Banque mondiale sont des instruments des pays du Nord. Donc, ce ne sont pas des espaces démocratiques, ce sont des institutions contrôlées. Donc, c'est plus on met d'argent, plus on a un poids là, dans le vote. Donc, ce sont des instruments du Nord qui font avancer les intérêts des pays riches et des grandes entreprises. Donc, c'est eux notamment qui, dans les années 80-90, ont imposé les fameux ajustements structurels dans les pays du Sud, notamment en Amérique latine, là, où on a forcé les États en échange de prêts, on les a forcés à privatiser leurs services publics, donc à réduire le plus possible le rôle de l'État dans les affaires. Et donc, avec la conséquence qu'on a vu les systèmes de protection sociale un peu partout s'éroder. Puis les systèmes de protection sociale sont là pour appuyer, soutenir les pays, les populations les plus pauvres. Donc, c'est eux qui subissent, dans le fond, les conséquences de ces jeux-là un peu, là, donc, qui sont poussés par la Banque mondiale et le FMI. Donc, ce pas des acteurs particulièrement positifs là, dans la lutte au changement climatique. Eux, ils sont là pour servir les intérêts du capital. Donc, ils vont... c'est ça. Donc, c'est pas leur mission, même s'ils font des très belles études, par contre. Là, ils ont des bons chercheurs, ils font des belles études, mais qui sont intéressantes, mais dans la politique là, c'est ça. Ils font pas beaucoup pour la lutte la lutte au changement climatique. Là. Donc, c'est un peu incompatible en termes de mandat. Il y a une contribution de Henri qui dit et n'oubliez pas que la plupart des dettes du Sud ont déjà été remboursées. Le principal du prêt a été remboursé, les intérêts courent toujours parce que le schéma et les échéanciers de remboursement ont été créés de manière à ce qu'ils ne puissent jamais être remboursés. Oui, ben c'est ça, on continue d'une façon de contrôler les pays du Sud aussi, hein, la dette. Tout à fait. Puis, c'est ça, le Canada, l'année passée, a annoncé qu'il allait doubler sa participation au financement international pour porter sa participation à 5,3 milliards de dollars. Qu'est-ce que tu en penses, Denis, de ça? Est-ce que le Canada est quand même leader sur cette question-là? Est-ce qu'il atteint ses cibles, ses objectifs? Ben, je veux dire, oui, ben, on est content que le Canada ait doublé là, son engagement, mais on n'est pas encore à la hauteur de la juste part. Là. Puis, je me souviens plus par cœur des chiffres. Là. Il y a des gens, comme Eddie, qui sont meilleurs que moi avec les chiffres, là, mais ce qu'on sait, c'est que c'est encore assez loin de ce que le Canada, en fonction de ce qu'on calcule être sa juste part, devrait mettre sur la table. Puis il faut encore calculer qu'une grande partie de ce financement-là qui est sous forme de prêt, donc à quel point est-ce que c'est vraiment ça dont on a besoin. Par contre, le Canada, ce qui est intéressant dans ce que le Canada fait, c'est en tout cas au moins au niveau des objectifs ou de la rhétorique. Donc, on parle beaucoup de la question des droits des femmes. Donc, c'est quand même mis de l'avant beaucoup. Donc, je pense qu'ils sont... le gouvernement canadien est conscient de l'importance de rejoindre les groupes de femmes. Là. Par exemple, dans quelle mesure ils y arrivent, je ne suis pas
Je ne suis pas certain. Mais donc, c'est ça. Donc, oui, on est content qu'il ait doublé, mais on ne sait pas encore là où il faudrait que ce soit là, en termes il y a encore du travail à faire. Mais je pense que il me semble que j'ai vu là, pour ce qui est de la première portion, de la première période de 5 ans, où il y avait 2,6 milliards, quelque chose comme ça. Je pense qu'ils ont tout dépensé. Je pense que ils ont atteint ça, mais bon, on s'entend, c'est ça, c'était quand même beaucoup plus bas que ce qu'ils auraient dû mettre, mais ce qu'ils ont dit qu'ils allaient mettre, ils l'ont. Ouais. Puis, est-ce que le Québec, c'est quoi le rôle du Québec par rapport à ça? Est-ce que c'est vraiment, ça relève que de la compétence du fédéral, les questions de finances climatiques ou... Non, je pense que le Québec a un rôle à jouer aussi. Là, les États qu'on appelle infranationaux. Le Québec fait partie aussi de ces États infranationaux qui ont un peu pris le rôle de leadership à travers les années sur la scène internationale. Le Québec est aussi joue un rôle. On a un ministère des Relations internationales, ce qui n'est pas le cas, je pense, ailleurs, beaucoup au Canada. Donc, on a une présence à la COP. On a un très beau programme qui s'appelle aussi le programme de coopération climatique internationale. Mais bon, selon les calculs aussi, le Québec ne ferait pas non plus sa juste part, devrait en faire plus en termes d'atténuation, mais aussi de financement climatique. Mais au moins, on a déjà un programme en place. Donc, peut-être que de bonifier ce programme-là ou de contribuer d'autres façons. Par exemple, ce qui pourrait être intéressant à la COP27, c'est que le Canada emboîte le pas un peu à ce que l'Écosse a fait l'année passée. Et l'Écosse s'était engagé à contribuer à un éventuel mécanisme de perte et dommages. C'était engagé à hauteur d'1 million. On s'entend que c'est pas beaucoup d'argent pour un État, mais ça a quand même une valeur symbolique. Donc, je pense que si le Québec à la COP27 pouvait donner ce signal-là aussi, même si ce n'est pas des montants exorbitants, de dire, oui, nous, on y croit à ce mécanisme-là, puis on est prêt à faire une contribution, je pense que ça serait significatif. Nous avons une contribution encore de Henri qui dit que, et en tant que Canadiens, nous pouvons et devons exiger que notre gouvernement impose aux entreprises les plus polluantes les mêmes normes lorsqu'elles opèrent au Canada que lorsqu'elles opèrent dans le Sud. Exemple, les sociétés minières canadiennes doivent se conformer à des exigences nationales qui ne leur sont pas imposées lorsqu'elles opèrent dans le Sud. Oui, mais là, vous touchez un de mes sujets préférés. Mais je travaille beaucoup sur les questions de la reddition de comptes des entreprises canadiennes à l'étranger. Puis on est justement en pleine campagne. Là, on demande au Canada de mettre en place une loi, dans le fond, qu'on appelle c'est une loi sur le devoir de diligence. C'est-à-dire que les compagnies minières, notamment, parce que vous savez que les compagnies, les problèmes liés aux entreprises minières à travers le monde, c'est un problème qui est quand même éminemment canadien, parce qu'il y a quelque chose comme le 2/3 des entreprises minières transnationales qui ont leur siège social ici au Canada, justement parce qu'on ne leur demande pas beaucoup de comptes. Alors, c'est comme une espèce de paradis réglementaire pour les minières, donc, et qui se promènent à l'étranger, qui sont souvent accusés de dommages à l'environnement, mais aussi de violations de droits humains graves. Et il y a assez peu de recours. Donc, dans les deux cas, les populations locales ont assez peu de recours pour se défendre face à ces compagnies-là. Et c'est vrai que c'est ça. Donc, les entreprises s'en tirent avec à peu près pas de conséquences quand ils saccagent l'environnement ou abusent des droits humains. Donc, on demande au Canada justement de mettre en place une loi pour faire en sorte que ces entreprises-là seraient obligées de faire un devoir de diligence, c'est-à-dire de vérifier à travers toute leur chaîne d'approvisionnement, y compris dans les pays du Sud, qu'il n'y a pas d'abus de droits humains, de dommages à l'environnement. Et si on s'aperçoit qu'il y a des problèmes, ils doivent être proactifs puis essayer de régler la situation. Présentement, il n'y a rien qui les oblige à faire ça, malheureusement. C'est un peu scandaleux là, que ce genre de mécanisme-là n'existe pas déjà. Mais donc, c'est ça. Alors, on pousse pour ça. Là. Il y aurait aussi possibilité à ce moment-là, si malgré ça, il y a quand même des abus, que les communautés puissent poursuivre les compagnies canadiennes au Canada en justice là, pour les abus. Donc, alors c'est ça. Fait que c'est une campagne qui existe présentement. Vous pouvez aller voir sur le site de la COSI ou sur le site du Réseau canadien sur la reddition de comptes des entreprises. Donc, il y a des pétitions qui circulent, puis il y a tout un argumentaire là, de campagne. Si ça vous intéresse, je vous invite à aller voir sur ces sites-là. Génial, merci beaucoup, Denis. On comprend en tout cas que la crise environnementale n'est pas seulement environnementale, mais beaucoup sociale, et que cette question de financement des pertes et préjudices et de finances climatiques internationales est complexe et pourtant très pressante.
En tout cas, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Cet après-midi, on va pouvoir parler également de finances aux côtés de Rosa Galvez, puis de personnes. En tout cas, ça va être très intéressant également. Puis ça va être ça va apporter plus d'approfondissement de cette question de finances, justement. En tout cas, merci beaucoup, Denis, d'avoir été avec nous ce matin. Merci pour l'invitation. Et merci à tous les participants d'avoir assisté à ce panel ce matin. Merci Nagita de mettre le lien. Merci beaucoup à tous et bonne journée. Merci. Merci, bonne journée.